Donc Kylian m'avait demandé d'intervenir autour de terminologie gastronomique et œnologique. Et ce que je lui ai proposé, c'est d'aborder la question de la bonne chère, et plus particulièrement du lexique de la bonne chère au XVIIe siècle, qui était le thème que j'avais travaillé dans le cadre de mon HDR, à savoir essayer, à partir d'un corpus très très large, où on peut avoir des dictionnaires, où on peut avoir des recueils de proverbes, où on peut avoir de la littérature, où on peut avoir des traités médicaux, etc., essayer de repérer toutes les acceptions de la bonne chère et comprendre ce que veut dire bonne chère dans la société du XVIIe siècle. L'idée, c'est de travailler à partir des mots, comme le font les historiens, MOTS, travailler sur une culture alimentaire. Et je voulais travailler le XVIIe, non pas pour comprendre la naissance de la cuisine française réputée, puisque ça, on le fait depuis très très longtemps, mais essayer de travailler le XVIIe uniquement pour le XVIIe, en essayant de comprendre le rapport du XVIIe à l'alimentation, d'où ce travail autour de la notion de bonne chère. Je vous expliquerai pourquoi la bonne chère en particulier, pourquoi cette expression. Donc autour de cette terminologie, je vais développer 3 thèmes. Tout d'abord le lexique hérité de l'époque médiévale. Ensuite le lexique qui va être modifié. Et vous verrez que bonne chère fait partie des termes qui vont avoir une acception nouvelle à partir du XVIIe siècle. Et enfin, les termes inventés par le XVIIe siècle. Et en conclusion, voir les termes qui sont venus jusqu'à nous et ceux qui ont disparu au XVIIIe ou au cours de la Révolution. Et donc, dans un premier temps, pour le lexique hérité, il s'agit essentiellement de 2 groupes, le groupe autour de friands et le groupe autour de gourmets, qui sont des termes de l'époque médiévale, mais que l'on utilise encore au XVIIe siècle, et on les utilise au XVIIe siècle dans le sens médiéval. Là, il n'y a pas de changement dans la signification de friand et de gourmet. Donc, friand renvoie à frire, renvoie à la graisse, et ça c'est un élément qui est essentiel dans ce discours de la bonne chère. Derrière, il y a également une appétence pour certains types d'aliments, et pour l'époque moderne, nous sommes en présence d'une société lipophile, une société qui aime le gras, qui n'est absolument pas une caractéristique propre de l'époque moderne, qui était déjà le cas pour l'époque médiévale, et en fait c'est déjà le cas dès la préhistoire. Les préhistoriens ont bien montré qu'il y avait une addiction pour le gras très très tôt en fait dans l'humanité, et c'est pas innocent que le lexique le plus ancien que nous ayons autour de la bonne chère tourne autour de cette idée de la graisse, puisque avec friand, il y a frire, il y a fricassé, etc. Alors ce goût de la graisse qu'on a avec friand, on peut le voir par exemple sur cet almanach mural du règne de Louis XIV. Bon, ça mériterait d'être un peu plus grand, qui représente la liesse populaire à la fin de la guerre de succession d'Espagne et le retour de la paix dans le royaume de France. Vous avez à l'étage supérieur, l'étage noble, des élites qui sont en train de danser, de célébrer la fête, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'image inférieure, où vous avez un repas paysan de représenté, censé être paysan, du point de vue des représentations, et le plus intéressant autour de ce goût pour le gras, c'est l'attitude de ces 2 personnages masculins qui sont en train de racler littéralement de la graisse sur une lèche frite, et derrière on a bien ce goût pour le gras qui va marquer réellement ce lexique. Alors autour de friand, friand veut dire l'amateur de nourriture, de mets solides, vous avez le terme fricassé. Le terme fricassé qui vient également de la même racine que friand, qui renvoie en fait au plat probablement le plus gourmand dans l'imaginaire du XVIIe. Dans la littérature du XVIIe, quand on veut évoquer la bonne chère, il suffit de parler d'une fricassée. Et si vous parlez d'une fricassée de poulet, là vous êtes dans un registre galant obligatoirement dans la culture du XVIIe. Il y a à la fois le plaisir gustatif, mais poulet renvoie également au billet doux. C'est le terme qu'on utilise pour parler d'un billet doux dans la société du XVIIe. Donc on a les deux. À la fois le plaisir gustatif et le plaisir charnel. Or ça, c'est vraiment un héritage également de l'époque médiévale, puisque frire, friand au départ, ça veut dire brûler de désir pour quelque chose. Et ensuite,
aimer la bonne nourriture, aimer une nourriture pour laquelle on a du désir. Et ça, c'est typique de l'étymologie médiévale qu'on retrouve à l'époque moderne et au XVIIe. On l'a, par exemple, sur cette gravure, l'été, où vous avez un galant qui est en train de courtiser sa belle et vous voyez qu'il est à la place du rôti et il est en train de cuire littéralement et son désir est marqué par le gras qui tombe dans la lèche frite. En fait, on joue sur les deux sens de friand et ça fonctionne comme ça dans la société du XVIIe. C'est-à-dire qu'on ne sépare pas l'aspect charnel de l'aspect gustatif avec le terme friand. Et on le retrouve, par exemple, cette référence au plaisir sexuel dans une expression d'Antoine Houdin qui est « Je suis malheureux en fricassé, je ne rencontre que des os », qui veut dire qu'on est malheureux en amour, qu'on n'arrive pas à obtenir ce que l'on cherche. Et on voit que le terme qui est utilisé, c'est fricassé, avec un parallèle avec la vraie fricassée, où on prendrait une fricassée de poulet et on n'aurait qu'un os de poulet, il n'y aurait pas la chair autour de l'os. On est exactement sur cette idée. Et derrière fricassé et friand, il y a également friandise. Et friandise renvoie à deux registres. Friandise, ce sont les aliments que l'on consomme uniquement pour le plaisir, et que pour le plaisir, et non pas pour se nourrir. Donc, on est en train de glisser vers le péché. Obligatoirement, il y a une dimension morale qui peut condamner la friandise. Et lorsqu'on dit d'une femme, et uniquement d'une femme au XVIIe, qu'elle a le nez tourné à la friandise, ça veut dire qu'elle est plutôt favorable à la galanterie, à la bagatelle, et que c'est une femme plutôt facile. L'expression n'est utilisée que pour la gente féminine. Et derrière, on a bien ce lien, encore une fois, entre plaisir gustatif et plaisir charnel. Et donc, avec friand, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a une dimension positive et négative dans le terme. On peut très facilement glisser dans une critique avec le terme de friand parce qu'il y a la notion d'excès. Il y a une notion d'excès et il y a une notion d'addiction, l'addiction au plaisir, qu'on n'a pas pour l'autre terme qui vient également du lexique médiéval, qui est gourmet. Gourmet ne concerne que le vin. C'est un élément essentiel. Gourmet ne concerne que le vin, et ça dès l'époque médiévale. Je vous ai mis sur cette vignette la définition de gourmet par Fourtière, qui sait bien essayer, tâter le vin, qui connaît s'il est bon et de garde. Donc, c'est un expert, c'est un connaisseur en vin, quelqu'un qui est capable de tester la qualité du vin qui va être servi. Et donc, gourmet ne peut pas être négatif, puisqu'il y a une compétence qui n'est pas liée à une addiction, qui n'est pas liée à un dérèglement de ventre, contrairement à friand. Donc les deux termes n'ont pas la même utilisation dans le lexique d'Ancien Régime. Alors gourmet, c'est un terme qui vient du vieux français, Grom, XIVe siècle, attesté au XIVe siècle, et lui-même vient de l'anglais, Grom qui va donner groom, où on retrouve donc cette idée, qui est l'idée du valet. L'idée du valet, du serviteur, celui qui gère la qualité du vin. Donc il peut y avoir derrière gourmet une dimension un peu servile, domestique, qui aurait une conséquence sur le devenir de gourmet un peu plus tard. Je reviendrai sur cet aspect. Donc là, on est sur le lexique hérité, friand, gourmet, et une séparation en fait entre le vin d'un côté et la nourriture solide de l'autre. Dans ce lexique, au XVIIe, vous avez également des termes qui sont hérités de l'époque médiévale, mais qui vont prendre un sens autre au cours du XVIIe. Et c'est notamment le cas de l'expression « faire bonne chère ». Faire bonne chère, c'est une expression qui existe à l'époque médiévale, et faire bonne chère veut dire à l'origine présenter un bon visage. Présenter un bon visage, en fait, le terme « chair » dérive du vieux français « chier », chier qui dérive du latin « cara », qui est donc « visage », qui lui-même provient du grec « cara », et donc on a quelque chose de très classique dans l'évolution d'une langue. On a une évolution phonétique qui fait que l'on va passer de « cara » à « chair », mais le sens reste. C'est-à-dire qu'on garde l'idée du visage. Et à l'époque médiévale,
faire bonne chère, présenter un bon visage, mais sans forcément que cela implique un repas. C'est-à-dire que ça peut être simplement le bon accueil, je souris à quelqu'un, ou ça peut être également un visage où on ne montre pas ses émotions, faire chère, on essaye de contrôler ses émotions. À partir du XVIIe siècle, chère continue à indiquer le visage, mais prend le sens actuel de l'expression, à savoir un bon visage, mais associé obligatoirement à un repas partagé. Faire bonne chère, c'est être avec des convives, avoir un bon visage, mais également avoir un plaisir à table, la nourriture, la boisson. Et on sépare en fait bon visage de bonne chère. On le voit par exemple dans cet extrait des mémoires de Madame de Laguette. Madame de Laguette, c'est une aristocrate française dans l'entourage de Madame de Sévigné, et elle est célèbre parce qu'elle a raconté dans ses mémoires comment elle avait traversé la France au moment de la Fronde pour aller récupérer son mari qui était du côté des frondeurs. Et le texte, comme souvent en fait au XVIIe, contient pas mal d'informations sur la nourriture, parce que contrairement à ce qu'on nous dit tout le temps que à l'époque moderne, on ne parlerait pas de nourriture, on n'écrirait pas sur la nourriture, c'est totalement faux. Il suffit de lire les correspondances pour voir que c'est un sujet de conversation et que l'on aborde la nourriture. Et donc, Madame de Laguette écrit « La messe commença, et aussitôt qu'elle fut achevée, l'aumônier nous conduisit au parloir où nous trouvâmes le couvert mis. Et incontinent après, l'on servit. Chacun prit place. L'on m'a mis auprès d'un de ces 3 cavaliers qui était un jeune gentilhomme, assez bien fait et qui prenait grande peine à me servir de ce qui était sur la table. Madame l'abbesse était à l'autre côté de la grille, il y a la clôture, on est dans un couvent, qui régalait ses hôtes fort agréablement par sa bonne chair et par son bon visage. Par sa bonne chair et par son bon visage, on voit bien que pour elle, il y a 2 termes. Alors qu'à l'époque médiévale, on n'aurait pas fait cette distinction. Là, on voit bien que bon visage, c'est uniquement le visage qu'on peut présenter. Bonne chère, ici, ça va être la nourriture. Et le sens, donc bonne chère, faire bonne chère, va s'imposer au XVIIe, au point qu'on va le retrouver dans les proverbes. Alors, les proverbes sont intéressants en histoire à partir du moment et uniquement si on est capable de les contextualiser. Pour un historien, ça n'existe pas un proverbe de tout temps ou traditionnel, ça n'a pas de sens. Il faut que ce soit daté précisément pour savoir ce qu'on peut en retirer comme information. Si vous prenez par exemple le recueil des plus illustres proverbes de Jacques Lanier, vous avez 7 occurrences de bonne chère et 7 fois, elles sont liées à l'alimentation. Et ce sont donc des proverbes que l'on peut voir ici sur cette figure où, image supérieure, vous avez le père qui travaille. Donc on est du côté de la cour, on est du côté du public et du côté du travail. Alors que l'image inférieure, on est côté cour, on est côté des plaisirs, on est du côté de la galanterie. Et donc on a un repas plaisant entre le fils de famille, une jeune fille, vous avez le musicien, vous avez un pâtissier qui apporte la bonne nourriture, celle qui fait saliver. On retrouve à la fois le pâté, qui est un mets friand. D'ailleurs, friand, encore aujourd'hui, est utilisé pour de la pâte feuilletée avec de la chair à saucisse à l'intérieur, ce qui n'est pas innocent. En fait, le pâté était un des mets friands, comme la fricassée. Vous avez de la viande, une volaille, et vous avez donc le couple qui fait bonne chère, on le voit avec le visage, et on le voit également avec la présence du verre de vin. Donc on a ici une définition de ce que peut être la bonne chère à la française. Et vous avez le proverbe qui est indiqué en respectant l'orthographe du temps. La bonne chère et le bon temps font oublier père et parents. Et donc on oublie le travail du père ici avec un autre comportement. Et on a même des cas de modification de proverbes, ce qui est hyper intéressant en histoire. C'est-à-dire que vous avez des proverbes qui vont changer, on va changer des termes pour pouvoir les adapter. Et donc vous avez par exemple grasse cuisine, maigre testament. Un proverbe que l'on peut avoir au XVIe siècle sans difficulté. Grasse, évidemment, donc il y a l'idée de l'abondance alimentaire, on retrouve le goût pour le gras. Et à partir du XVIIe, on trouve quoi ? Faire bonne chère et maigre testament. Vous voyez ? On transforme,
on adapte. Et donc, on voit bien que c'est au XVIIe que ça se passe. C'est au XVIIe que le sens change. On peut le voir, par exemple, si on prend un ouvrage qui est très précieux, qui s'appelle « Les curiosités françoises » d'Antoine Houdin. Alors, c'est un texte qui est très intéressant quand on travaille sur le milieu du XVIIe siècle, parce que ce dictionnaire est destiné aux étrangers, aux élites étrangères qui viennent en France, et on y explique quoi ? On y explique les proverbes, on y explique un certain nombre d'expressions idiomatiques qui nous posent toujours problème aujourd'hui quand on les lit. Des fois, on se demande mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Là, on a la chance d'avoir un lexique de 1640 qui nous dit clairement ce que ça veut dire, en tout cas comment on peut le comprendre en 1640. Et on a 26 occurrences de bonne chère, ce qui prouve que c'est quand même déjà pas mal utilisé. Et sur les 26, dans au moins 25 cas, c'est la nourriture qui est derrière. Au moins, peut-être 26. Et si vous prenez le dictionnaire universel d'Antoine Furtière, publié pour la première fois en 1690, vous avez 44 occurrences de bonne chère. 44 occurrences de bonne chère, c'est bien la preuve que l'expression, elle entre dans la culture française et on va la retrouver dans différents milieux. J'en ai même retrouvé dans des livres de raison avec des chansons de grâce de fin de repas où on remercie Dieu pour le repas. Loin de Paris, et on a cette expression bonne chère qui est également utilisée. Donc, l'expression bonne chère est une expression qui s'impose et qui va générer un certain nombre d'autres expressions autour de chère. Alors on pense que si l'expression bonne chère s'est imposée pour parler de nourriture, c'est probablement parce qu'il y a une homophonie entre chère le visage et chère la viande. Évidemment, on retrouve un C-H-A-I-R, on retrouve cette image carnée, et la viande, elle est centrale également dans cette culture alimentaire, donc ça a pu jouer également. Alors, on va retrouver l'expression faire cher. Faire cher au XVIIe, en fait, c'est synonyme de bonne chère. Faire cher, c'est faire un bon repas, sans que ce soit négatif. Ici, on est plutôt dans du registre positif. Vous avez l'expression grande chère. Grande chère, c'est un repas avec de nombreux plats qui ont été servis. Il y a une notion de dépense. Faire cher, c'est le bon repas. Grande chère, il y a l'idée qu'on n'a pas lésiné, on n'a pas regardé à la dépense, ce qui est tout à fait logique dans la culture aristocratique de l'Ancien Régime, qui est une culture de la libéralité. La grande chère, c'est la bonne chère libérale, en fait, celle où on ne compte pas, on reçoit correctement. Vous avez l'expression « cher lit », qui renvoie à l'idée d'une bonne chère qui peut aller vers l'excès. C'est-à-dire qu'on a aussi un registre qui peut aller vers le négatif, après ça dépend du contexte. Alors cher lit, ça renvoie à la nourriture et à la boisson, évidemment avec la lie du vin. Et l'idée, c'est un peu comme boire le bon vin jusqu'à la lie, en profiter jusqu'au bout. Et donc il y a l'idée derrière de débauche. Et la débauche au XVIIe a deux sens, en fait. Nous, on pense que débauche, ça peut être que négatif. En fait, dans la culture du XVIIe, débauche, c'est aussi la récréation qu'on s'offre dans une vie de travail. À un moment, on fait cher lit, et c'est pas forcément négatif. En revanche, quelqu'un qui fait des débauches tous les jours, donc là on tombe sur l'image du fils prodigue, etc., et il y a une critique. Donc ça dépend vraiment du contexte. Cher lit renvoie vraiment cette fois au vin, qui est quand même très présent. Et vous avez l'antonyme de bonne chère, qui est maigre chère, ou mauvaise chère. Maigre chère, donc maigre renvoie à la privation, même s'il y a une culture du poisson, mais ça renvoie à cette idée de la privation, et ça renvoie également à la dévalorisation de la maigreur dans la société d'Ancien Régime. La maigreur étant liée à la pauvreté économique et à la maladie. Une belle femme a des formes, elle a de l'embonpoint. L'embonpoint, c'est être au juste milieu entre la maigreur et la grosseur, et l'embonpoint est une qualité. On ne peut pas souffrir d'embonpoint au XVIIe siècle. Une belle femme est présentée comme grasse. Et c'est un compliment quand on le dit à une femme du XVIIe ne le prendrait pas mal si vous lui dites « Ah, tu as encore engraissé », ça veut dire « tu as encore embelli ». Et, parce que la sexualité n'est jamais très loin en fait dans le plaisir gustatif, vous avez chair entière.
Et chair entière, ça veut dire un souper et le lit. Pour reprendre Antoine Houdin, chair entière, c'est-à-dire il y a le bon repas et il y a la rencontre charnelle après. Alors cette définition de la bonne chair, on peut la retrouver également dans des documents iconographiques, cartographiques. Et donc là, il s'agit d'une carte qui est exceptionnelle, milieu du XVIIe siècle, qui est la première représentation iconographique des spécialités régionales françaises. Un siècle, on est 150 ans avant Cadet de Gassicourt, qu'on présente toujours comme étant la première représentation de la France gastronomique. Ben non, on en a au milieu du XVIIe, à un moment où justement se développe la notion de bonne chair, et c'est probablement pas un hasard. Alors cette carte, elle est issue du genre burlesque, et vous avez donc dans ce royaume de galanterie la province de la bonne chair. C'est le terme qu'on utilise, province de la bonne chair. Vous avez la province de l'amour, vous avez la province du jeu, vous avez la province de l'opulence, et on voit bien que la bonne chair, elle est associée au plaisir dans la société du XVIIe siècle, et notamment au jeu de la galanterie. Alors ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus loin et d'aller dans cette province de la bonne chair. Alors évidemment, on est dans un peu une critique des précieuses, vous voyez, on est un peu dans ce courant littéraire là. Et si on regarde la province de la bonne chair, vous avez une ville, la capitale, qui s'appelle Angoulême. Alors pourquoi Angoulême ? On peut penser dans un premier temps que ça peut être lié à la réputation des pâtés d'Angoulême. Les pâtés, donc c'est la pâte avec la croûte, devant la croûte et à l'intérieur la farce. Pâté, la pâte et donc la farce à l'intérieur. Et les pâtés d'Angoulême étaient réputés parce qu'ils peuvent circuler. Les premières spécialités régionales, obligatoirement, sont des spécialités qui pouvaient circuler afin d'être connues à l'extérieur comme étant une spécialité. Donc ça pourrait être les pâtés d'Angoulême qui expliqueraient que Angoulême soit capitale de la province de Bonne-Chère. Vous avez ensuite des vins, Condrieu, Chablis, Muscat, Frontignan, La Ciotat, Beaune, Grave. Ensuite, alors Mayence. Alors Mayence, je vous ai annoncé une carte des spécialités françaises. Vous allez me dire, Mayence, c'est pas très français, en tout cas au XVIIe, ça n'appartient pas au Royaume de France. Mais Mayence, en fait, désigne une façon de faire les jambons, une sorte de terme générique en fait, et dans les traités d'économie rustique, dans quasiment tous, on trouve la recette, comment faire des jambons de Mayence, même si on n'est pas à Mayence. Mais c'est un gage de qualité en fait pour ce jambon, et donc ça renvoie au plaisir de la maison des champs du côté français. Et en plus, le jambon se consomme avec le vin. Le jambon permet d'assoiffer un peu et de boire un peu plus. Et vous avez la ville de Malines. Alors Malines m'a posé problème de savoir pourquoi Malines était dans cette province de la Bonne-Chère, sachant qu'il n'y a pas de spécialité culinaire associée à Malines au XVIIe siècle. Dans les années 1650, on n'en a pas. Et donc, on peut se poser la question... Pourquoi cette ville ? Et je l'ai compris en lisant les Curiosités françoises d'Antoine Houdin, qui donne en fait une expression. Et l'expression, c'est aller aux Pays-Bas. Aller aux Pays-Bas, ça veut dire boire et faire descendre le vin dans le bas du corps. Or, Malines est une ville des Pays-Bas espagnols, et on est dans un contexte où la France est en conflit contre l'Espagne des Habsbourg, et donc probablement que ça fait partie des façons d'inviter à boire dans les cabarets parisiens, puisque c'est une référence à l'actualité militaire du temps, et c'est une référence à une expression « aller aux Pays-Bas ». Et donc peut-être que Angoulême a un autre sens, parce que aller à Angoulême, c'est aussi engouer, c'est-à-dire aussi boire et faire descendre dans le bas du corps du vin. Donc il est possible que derrière,
il y ait deux sens, voire un seul sens. En tout cas, on retrouve l'importance physiologique en fait dans ces expressions, où on voit bien qu'on fait référence à des parties précises du corps et à des actions liées au fait de boire et de manger. Donc là, c'était pour cette définition de la bonne chère donc, qui renvoie à un milieu particulier et apparemment à des produits qui sont associés à une idée de qualité parce qu'ils sont associés à une appellation. Alors, on est très proche de l'idée de terroir telle que nous la connaissons aujourd'hui et on est dans les années 1650. Et donc, il y a bien l'idée que derrière, dans la bonne chère, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire dans ce modèle culturel. Enfin, vous avez également un lexique inventé. Des termes qui apparaissent au XVIIe siècle. Et je vous en ai relevé deux, ragoût et coteau. Ragoût et coteau, le terme ragoût apparaît au XVIIe siècle et le terme coteau, en fait, dans une expression particulière, ça apparaît également au XVIIe siècle. Et là, on est dans un lexique inventé. Ce qui prouve quand même qu'il y a une activité autour de la table au XVIIe, qu'on est dans un sujet qui joue un rôle important dans cette société, puisqu'il y a une invention langagière et on ne se contente pas du lexique hérité de l'époque médiévale. Retournons au pays de bonne chère. Et dans ce royaume de bonne chère, on a des fleuves qui définissent la bonne chère. On a le fleuve profusion, le fleuve délicatesse, le fleuve politesse, le fleuve appétit. Et évidemment, ces fleuves se jettent dans le lac de gourmandise. Donc derrière, évidemment, on se moque du monde des précieuses, mais le vocabulaire, il est intéressant parce que c'est le vocabulaire qui définit la bonne chère. La profusion, c'est la notion d'abondance, donc faire grande chère. La politesse, en fait, ça veut dire une notion de civilité, donc de bonne manière autour de la bonne chère. Et donc, politesse renvoie également au visage. Faire bon visage, ce serait d'une grande grossièreté de ne pas sourire ou de ne pas offrir un bon visage à ses hôtes. Le fleuve délicatesse renvoie à l'idée d'un estomac délicat, cette idée qu'il y aurait un raffinement particulier, on l'a avec la notion de délicatesse. Appétit, c'est important. Alors, normalement, l'appétit, ça ne veut absolument pas dire que ces gens ont faim, puisque ce sont des personnes qui appartiennent à la bonne société et seul le gueux, le vilain, l'ignoble peut avoir faim dans la société d'Ancien Régime, pas la personne bien née. Mais l'appétit, ça veut dire avoir envie d'aller jusqu'à la fin du repas. Et donc, ça veut dire que le repas a été un repas de bonne chère. C'est-à-dire qu'on a eu envie d'aller jusqu'au bout. Le bon cuisinier n'est pas là pour rassasier. Le bon cuisinier, il est là pour forcer à aller jusqu'à la fin du repas. D'où des éléments stratégiques, comme par exemple la salade qui est juste au moment du raw. Le raw, c'est la pièce de viande qui est au cœur du repas. Et la salade, elle est stratégique parce qu'elle est là pour raviver un peu vos papilles, vous donner envie d'aller un peu plus loin dans le repas grâce à la vinaigrette qui accompagne la salade. Et donc la salade est stratégique dans cette culture alimentaire pour l'appétit. Donc si on va jusqu'au bout du repas, c'est que le repas était bon. Et vous avez le terme ragoût, le fleuve ragoût que j'ai mis en rouge parce que ce terme-là est nouveau. Il apparaît dans la langue burlesque du début du XVIIe siècle. Et c'est pas innocent qu'on le retrouve ici dans cette cartographie. Ça prouve qu'on est dans le même milieu, qui est en fait le milieu mondain, galant, parisien, qui est à l'origine de cette cartographie. Et ragoût, ça veut dire quoi ? Tout simplement rajouter du goût. Ragoût, rajouter du goût. Et ragoût, au départ, est un terme éminemment positif et un terme qui renvoie à la grande cuisine, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui quand on évoque le ragoût. Le ragoût, on est vraiment dans la qualité de la grande cuisine française, celle de la Varenne qui a été évoquée en tout début de mon intervention. Et
On le voit, par exemple, chez Furetière, ragoût ou ragoût, donc soit le S ou pas, après ce qui explique l'accent circonflexe, sauce, assaisonnement pour donner de l'appétit à ceux qui l'ont perdu. Donc c'est bien de la bonne chair. Ou pour le réveiller, ou pour le chatouiller. Et donc ça rentre bien dans les stratégies du bon cuisinier que de vous pousser par le palais à continuer, malgré tout, à manger, et on retrouve l'expression ragoûtant qui donne de l'appétit. Une bisque bien faite est un plat bien ragoûtant. En face, en parallèle, je vous ai mis une allégorie du goût, de la fin du XVIIe siècle. En principe, quand on représente le goût dans une allégorie au XVIe, XVIIe, très souvent c'est un fruit. Un seul et unique fruit qui va indiquer qu'on représente le goût, et puis pas n'importe quel fruit, un fruit à la mode, une poire, une pêche, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est que cette femme qui nous montre qu'elle a du goût, puisqu'elle a un de ses bras qui montre le visage, et on voit bien que c'est cette idée du plaisir gustatif qu'elle met en scène, l'autre bras nous montre quoi ? Nous montre une saucière, c'est-à-dire un ragoût. C'est ce qui est montré ici. Et le ragoût, très rapidement, au XVIIe, a deux connotations. Il y a une connotation positive, celle qu'on vient de voir, mais il y a une connotation négative qui va apparaître assez rapidement chez les moralistes et chez les médecins, qui est l'idée que le ragoût, c'est trop. C'est qu'on va trop loin, qu'on pousse trop à la consommation, et donc que c'est condamnable. Que le goût suffit, on n'a pas à en rajouter. Et vous avez une querelle comme ça à la fin du XVIIe entre les partisans du ragoût au sens positif. Et il y a une très très belle histoire culturelle du ragoût à faire du XVIIe à nos jours, où on pourrait voir en fait les changements de sens autour d'un terme qui nous semble, nous, très très populaire au XXIe siècle, alors qu'on est au cœur de la cuisine aristocratique au XVIIe. Alors je vous ai parlé des coteaux, en vous disant que coteau était un terme XVIIe. En fait, coteau est un terme XVIIe quand il désigne des amateurs de bonne chair. Et le terme coteau nous est défini notamment par une pièce de théâtre, les coteaux ou les marquis friands. Friands, donc on est bien plutôt théoriquement du côté du vin, et on nous dit que ce sont des gens délicats aimant les bons morceaux et qui, les connaissant, ont par expérience le goût le plus certain et le meilleur de France. Des friands d'aujourd'hui, c'est l'élite et la fleur. En voyant du gibier, ils disent à l'odeur de quel pays il vient, ces hommes admirables, ces palais délicats, ces vrais amis des tables, et qu'on en peut nommer les dignes souverains, savent tous les coteaux où croissent les bons vins, et leur goût leur ayant acquis cette science du grand nom de coteaux, on les appelle en France. Les coteaux ici renvoyant aux coteaux de Champagne, en fait, puisque c'est un texte parisien, et le vin de qualité consommé à Paris est le vin qui vient de Champagne, pas le Bordeaux. Le 17e, la région parisienne, en tout cas les élites de la région parisienne, sont tournées vers ce qu'on appelle les vins François, les vins du côté de la Champagne. Et donc là, le terme coteau renvoie à des amateurs de la bonne chair. Des amateurs de la bonne chair. Alors, coteau, donc vin de Champagne, mais on voit qu'il y a quand même également le gibier qui est présenté et qu'on nous dit qu'on est sensible à l'origine et qu'on est capable de définir l'origine. Et donc c'est l'amateur de bonne chair, l'amateur de vin, l'amateur de nourriture qui va faire attention aux produits qu'il consomme. Et les coteaux ne sont pas uniquement des personnages de comédie. Ce n'est pas une invention de Jean Donneau de Visé dans cette pièce de théâtre, c'est en fait une référence à des aristocrates français. Et on le sait notamment grâce à une petite histoire rapportée par Talleyrand des Réaux, où on évoque un jeu de mots de Monsieur du Mans, c'est-à-dire de l'évêque du Mans, qui se plaint de la délicatesse de trois gentilshommes, Saint-Évremont, d'Olonne, Laval-Dauphin, et dit qu'en France, il n'y avait que pas quatre coteaux dont ils approuvassent le vin. Le nom de coteau leur demeura, et même on nomme ainsi ceux qui sont trop délicats, donc il y a une petite idée d'excès dans la recherche de cette bonne nourriture, et qui se piquent de raffiner en bonne chair. En bonne chair, mais on rajoute l'idée du raffinement, d'aller encore plus loin, et c'est confirmé par Saint-Évremont lui-même.
Saint-Évremond, qui est un personnage particulièrement intéressant parce que c'est un des premiers qui réfléchit à la notion de géographie gourmande. Il a l'expression, il parle d'une géographie gourmande et il évoque cette origine de Coteaux lorsqu'il parle du vin, et donc là les vins de Champagne, et vous remarquez, cependant c'est le terme des grands connaisseurs, des Dolonnes, des Bois Dauphins et de votre serviteur, Coteaux, autrefois renommé. Et on retrouve dans la documentation des coteaux, on a des termes. Le terme coteau est utilisé par des auteurs majeurs du grand siècle. On l'a chez La Bruyère. La Bruyère l'utilise, lui, dans le sens de connaisseur en vin, expert en vin, gourmet ou coteau. Madame de Sévigné, elle, emploie également la notion de coteau, mais pour l'ensemble du repas. Le dîner de Monsieur de Valavoir effaça entièrement le nôtre, non pas par la quantité des viandes, mais par l'extrême délicatesse qui a surpassé celle de tous les coteaux. On l'a chez Boileau également, dans Le Repas ridicule, qui est un très beau texte où on nous explique qu'il ne faut pas faire dans un bon repas au début du règne personnel de Louis XIV, et on retrouve cet homme qui se présente comme prophète dans l'ordre des coteaux. Donc le terme a connu un petit succès dans le milieu littéraire du grand siècle, et c'est un terme qui va disparaître en fait, qui disparaît assez rapidement puisqu'au XVIIIe il est déjà plus utilisé. Et donc on peut se demander pourquoi disparition de ce terme? Très probablement parce que coteau renvoie un peu trop à une élite aristocratique, renvoie un peu trop à une coterie littéraire du XVIIe siècle pour pouvoir réellement s'imposer dans la langue française. Il n'en demeure pas moins que coteau est un terme essentiel dans ce discours gastronomique parce que pour la première fois, on a un terme qui unit le friand et le gourmet. Le friand et le gourmet, pour la première fois, va être uni dans l'image du coteau. Le coteau, c'est aussi, pour la première fois, la possibilité, avec un seul terme, d'intégrer dans le discours gastronomique la richesse des produits du terroir, puisque le coteau, c'est celui qui connaît l'origine des produits. Et donc, le coteau, en fait, c'est le chaînon manquant entre le lexique médiéval et le gastronome. Pour bien comprendre comment on bascule et comment on va du lexique médiéval hérité au gastronome figure 19e, il nous faut le coteau qui se met entre les deux. Maintenant, les autres termes qu'on a vus, pour leur devenir, pour terminer sur ces éléments, le terme friand est encore utilisé au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le terme est utilisé dans le même sens que le XVIIe, que le XVIe ou que l'époque médiévale. À la Révolution française, le terme friand est mis à mal. Le terme friand est mis à mal pendant la Révolution, très probablement parce qu'il y a un côté un peu trop raffiné, voire efféminé, qui renverrait à l'image du petit marquis. Et le petit marquis est une image négative dans la culture révolutionnaire. C'est pas assez viril le terme friand. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de montrer qu'on a un lexique de la bonne chère qui va de plus en plus être genré, en fait. On a déjà des preuves avant, mais ça s'accélère. Et l'image du friand, très probablement, va en pâtir pendant la période révolutionnaire. Le terme de gourmet, lui aussi, n'est pas forcément très bien vu pour la période révolutionnaire, très probablement parce que gourmet renvoie au serviteur, renvoie au valet. Et est-ce qu'un homme libre peut être gourmet ? La Révolution française, c'est quand même la libération, c'est l'apparition d'un homme nouveau qui se veut libre, qui se pense libre. Et donc le terme gourmet, peut-être, n'est pas très utile. On a vu que coteau était entaché d'une dimension aristocratique, donc peu utilisable pour l'époque révolutionnaire. Et en fait, il vous reste deux termes. Vous avez le terme gourmand qui, lui, va être réutilisé, et notamment dans l'almanach des gourmands. Alors, on peut le comprendre comme une provocation de la part de Grimaud de la Reynière, qui est assez habitué au genre. Ça peut être aussi une référence à une forme de virilité avec le terme de gourmand, qui serait l'antonyme du petit marquis. C'est une possibilité. Mais surtout, vous avez un terme qui va s'imposer, en fait, qui est le terme gastronomie. Le terme gastronomie qui apparaît officiellement en 1801, mais en réalité
la première fois que le terme gastronomie apparaît, c'est quand? C'est au XVIIe siècle. C'est au XVIIe siècle, dans la traduction d'Athénée. Dans la traduction des technosophistes d'Athénée, on traduit le terme grec par gastronomie, mais le terme ne s'impose pas. C'est-à-dire que le terme reste dans les milieux érudits des hellénistes, et ça reste là. Mais le terme était présent, et en fait, Berchoux récupère un terme qui était déjà présent chez les hellénistes, puisque la traduction en langue française d'Athénée, où on trouve le titre de ce poème perdu d'Archestrate, on l'a dans Athénée, et c'est de là que vient le terme gastronomie. Donc, rien que pour ces deux éléments, un peu anecdotique pour gastronomie, je le concède, mais Bonne-Chère, qui lui va réellement s'imposer, le XVIIe siècle est un siècle qui est particulièrement intéressant pour travailler le lexique autour de l'alimentation, puisque encore de nos jours, quand on parle de Bonne-Chère, en fait, on prend l'acception du XVIIe siècle. Je vous remercie de votre attention.